Madame, Monsieur, bonsoir et merci de témoigner de votre fidélité à ITV. Nous vous en savons parfaitement gré. Voici alors tout de suite la colonne vertébrale de ce journal. Les bulldozers sont passés rapidement à l'action. Le rouleau compresseur a laissé derrière lui un champ de ruines. Le marché Gueule-Tapée a été effacé de la carte. La commune en charge souhaite y ériger un complexe plus adapté à la modernité. La protection civile y voyait déjà une menace. Les commerçants sont sous le choc. Les Sénégalais interrogés ce matin demandent de passer rapidement à autre chose et d'avancer. Les optimistes vont parler d'une vitalité démographique alors que les inquiets évoqueront une sorte de pression démographique. Quoi qu'il en soit, la population sénégalaise augmente d'année en année. Nous faisons aujourd'hui 16 millions. Les politiques publiques devront être plus efficientes. Sinon, bonjour les dégâts. La population est en train donc d'augmenter. Le parc automobile suit la même courbe. Il y a de moins en moins d'espace vital à Dakar où les interminables embouteillages et congestions sont légion. Il faut dans ce cas moderniser les infrastructures routières. C'est ce qui explique la construction des ouvrages d'art qui, sans maîtrise du parc et des flux quotidiens, risquent d'être saturés dans quelques années, d'où le risque de l'éternel recommencement. Toutefois, il faudra saluer cet ouvrage qui a été construit. Et où allons-nous avec le nouveau coronavirus? Personne n'a la moindre boule de cristal pour apporter les éléments de réponse nécessaires. Les hommes de l'art ont délivré les dernières tendances et annoncé les changements de plan et de stratégie. Aujourd'hui, on a tout à fait comme l'impression qu'on est en face d'une cautérisation sur jambes de bois puisque les choses ne s'arrangent pas. Le développement de toute cette actualité dans un instant. Les commerçants du marché Gueule-Tapée ici à Dakar, pourtant ils étaient avertis, mais aujourd'hui ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Le marché a été démantelé sans autre forme de procès parce qu'il y a un projet immobilier qui va être un complexe commercial qui va être érigé en lieu et place. Nous sommes allés sur place pour voir l'étendue des dégâts et entendre la réaction des commerçants. Boubacar Dia. Des cantines détruites, des commerçants en train de ramasser leurs marchandises. Nous sommes au marché Gueule-Tapée. Les impactés expliquent la situation. C'est la partie japonaise et la partie D qui ont été détruites aujourd'hui. La partie D a été construite il y a même pas 5 ans. Le préfet m'a appelé hier pour me dire qu'il va falloir qu'on sorte nos bagages. Il dénonce également l'absence de sommation. Ce matin, ils sont venus pour détruire nos cantines et cela sans nous donner une sommation. On a perdu presque toutes nos marchandises. Cet émigré, propriétaire de 5 cantines toutes détruites, révèle avoir perdu plus de 30 millions de francs CFA. J'étais marchand ambulant avant la construction du marché Gueule-Tapée. Après cela, je suis parti quelques années en Europe. J'ai tout laissé pour revenir investir dans mon pays. J'ai donc acheté 5 cantines dans le marché et voilà, avec cette destruction de nos cantines, j'ai perdu plus de 30 millions de francs CFA. Le marché Gueule-Tapée fait partie des plus anciens marchés de Dakar. Si les agents de la protection civile pensent qu'il se trouve dans un état de délabrement avancé, les commerçants, eux, ne sont pas de cet avis. Ils interpellent directement le président de la République pour un meilleur suivi de ce dossier.
Voilà, c'est bien sûr le reportage de Nancy Diouf. On va retrouver maintenant Boubacar Dian qui s'est promené aujourd'hui dans la ville pour recueillir le ressenti global des Sénégalais par rapport au démantèlement des marchés pour y ériger en lieu et place des centres commerciaux un peu plus modernes. Et en règle générale, les Sénégalais approuvent la démarche. Boubacar Dian. Nous sommes aux abords du marché des champs de course, lieu qui doit accueillir les commerçants du marché Sandaga. Ce monsieur travaille ici. Selon lui, la modernisation des marchés est la bienvenue. La modernisation des marchés, c'est trop normal. Quand le niveau de délabrement est élevé, les gens courent beaucoup de risques en fréquentant les marchés. Modungom et ses amis discutent. En bon conducteur, ce taximan trouve que la modernisation des marchés facilite la circulation des véhicules. Souvent, il y a d'énormes embouteillages dans les marchés. Ces marchés sont modernisés, il y aura beaucoup d'espace et il y aura moins de problèmes de circulation. Selon Ndiagandiaï et Modungom, les commerçants de Sandaga devraient accepter de rejoindre le site de recasement. Si l'État veut moderniser, alors les commerçants doivent suivre. C'est pour le bien de tous. On ne peut pas faire l'omelette sans casser des œufs, donc je pense que c'est un processus nécessaire pour pouvoir moderniser les marchés. Tous deux pensent aussi que la modernisation doit être élargie aux autres régions. Je pense que ça doit être élargi dans tous les marchés du Sénégal, car pratiquement tous ces marchés doivent faire peau neuve. Il y a de plus en plus de monde dans ces marchés. Je pense qu'une modernisation des marchés ne peut être que bénéfique pour nous les chauffeurs. Donc c'est vraiment une mesure qui doit être généralisée à tous les marchés. Le marché de Gueule Tapée est modernisé pour un coût global de 6 milliards de francs CFA. Le marché Sandaga doit même être réhabilité. Les travaux démarrent à partir de ce vendredi, sauf changement de dernière minute, car les commerçants doivent rencontrer le préfet de Dakar, selon Abdou Karim Fofana, ministre de l'Urbanisme. Et puis en deux petits mots, on va vous signaler que l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, vient de rendre public les chiffres de la population sénégalaise. Nous faisons près de 16 millions aujourd'hui, exactement 15 756 037 habitants. Dakar fait aujourd'hui près de 4 millions, suivi de près par Thiès 2 millions, et Kédougou est la région la moins peuplée et les mêmes sous-peuplée avec moins de 200 000 habitants. Les femmes sont 8 millions, autant que les hommes. On le voit, la natalité s'accélère alors que la croissance, la richesse nationale du pays s'est affaissée. On va parler d'infrastructures routières avec la mise en service du deuxième autopont sur la voie de dégagement nord, la VDN à hauteur de Saint-Lazare de Béthanie. C'est un fort bel ouvrage. Abdourahmane Ly. Nous sommes sur la VDN à hauteur du cimetière Saint-Lazare. La circulation est dense, très dense. Et c'est là que cet autopont tient tout son sens si l'on se fie au ministre des Transports. La voie est ouverte aux conducteurs, un gain de temps qui pourrait participer à relever l'économie du pays dans ce contexte de crise sanitaire. Le deuxième autopont donc érigé des 18 du projet en cours. Un ouvrage extrêmement moderne, réalisé sur cette grande voie de circulation pour permettre, au-delà de l'amélioration de la mobilité, que nous souhaitons une mobilité durable à Dakar, permettre vraiment de faciliter l'écoulement de ce grand trafic sur cet axe de la VDN, mais également permettre de gagner des temps, des gains de déplacement, parce que simplement, vous savez, derrière nous, vous avez vu la congestion qui se passe sur cet axe-là. Donc la mise en service de cet autopont va permettre d'améliorer de manière très sensible
la fluidité de la circulation au niveau de la VDN. Ce projet comprend une autre composante, l'aménagement urbain et paysager. Donc cette terre, on va rétablir l'aire sportive, c'est-à-dire en créant une aire sportive avec les équipements, avec des équipements neufs qui permettront à tous ceux qui faisaient du sport de venir ici faire leur sport. Des allées piétonnes, il en manque à Dakar. C'est pourquoi aussi dans cette terre où on a l'espace aussi, on a la chance d'avoir de l'espace, on va faire 16 000 m² d'aménagement en pavé, en allées piétonnes, qui permettront aux populations de venir ici se balader ou bien de s'asseoir aussi. On ne s'est pas arrêté aussi à ça parce que sur la VDN, la chance aussi qu'on a, c'est qu'il y a des espaces dégagés au niveau du terre-plein central. Donc il y a 45 000 m² qui sont disponibles, qu'on va prendre et on va aménager avec un aménagement paysager conséquent pour au moins avoir un poumon vert parce que bon, c'est des espaces verts aussi qui manquent sur Dakar. Cette composante prend en compte les riverains. Leur quartier ne sera pas déconnecté des autres autour. Une précision du chef de la division ouvrage à la Géroute, par ailleurs directeur du projet. On ne fait pas juste un ouvrage qui est déconnecté des quartiers. Donc ce qui fait qu'il y a des routes de connexion qui sont prévues pour au moins assurer le link permanent entre les quartiers et l'ouvrage, pour au moins améliorer ou bien rendre l'ouvrage le plus fonctionnel possible aussi. Prochaine étape, le département de Pikine, où 2 autres autoponts sont prévus, le Bat-Fall puis Keur Massar. D'autres travaux sont aujourd'hui en cours. L'autopont de Yoff notamment devra être réceptionné au plus tard au mois de décembre prochain. Et en marge de cette cérémonie, le ministre en charge du transport terrestre, Maître Omar Youm, a réagi par rapport aux rumeurs de décélération concernant les mesures de prévention face au coronavirus. Il n'en est rien, c'est ce qu'il a répondu. On va l'écouter. Au niveau des transports, je pense que les mesures qui ont été déjà prises sont des mesures qui permettent d'exploiter les services de transport en respectant les normes de sécurité, le protocole sanitaire, les mesures de distanciation physique, notamment sur le transport urbain. La mesure qui est arrêtée, c'est simplement de respecter le nombre de places assises dans les véhicules de transport urbain. Pour le transport interurbain, il n'y a pas de problème, les mesures restent entières. Nous appelons à la responsabilité les exploitants, les opérateurs de transport public. Nous appelons également à la responsabilité les usagers. Le port du masque reste obligatoire dans les moyens de transport. Donc je pense que les mesures qui ont été prises sont des mesures suffisantes pour nous permettre de limiter la propagation du virus au niveau de la société. Et puis à Yen, sur la petite côte, c'est ici à Dakar, au-delà de Rufus, qu'on peut dire chat échaudé, craint l'eau froide, une manifestation avec les populations qui ont battu le macadam pour alerter contre les velléités de spoliation du foncier là-bas. Les détails avec Babacar Seck. Les populations se sont réunies à Yenigej pour dire non à l'agression de la colline de Niayem-Ndiot. Selon elle, une délibération aurait été délivrée dans l'assiette foncière du site. C'est sur le site de Niayem-Ndiot. Ce site est un totem du village et un patrimoine commun qui appartient à l'ensemble de ce village. Donc aucune personne, je dis encore aucune personne n'a le droit de le vendre. Aucune, ni moi, à plus forte raison un étranger de ce village. Donc nous sommes là pour se réunir, pour s'organiser, pour voir la possibilité. Et quelle est la personne qui a osé vendre ce patrimoine-là à quelqu'un? D'après les autorités communales de Yen, interpellées sur une délibération sur la colline de Niayem-Ndiot, aucun acte n'a été délivré. Ils sont allés à la mairie au niveau de la commission domaniale avec le président de la commission. Il s'agit de Modou Kandjeng qui a soutenu que, à sa connaissance, cet espace n'a pas été levé par la commission domaniale. Donc il ignore totalement l'existence de cette délibération. Zone très convoitée, les populations de Yen sont déterminées à protéger leur patrimoine. Mais nous sommes là, nous sommes déterminés pour un seul homme, pour défendre l'ensemble du patrimoine de cette contrée. Que ce soit Niayem-Ndiot, que ce soit le littoral, que ce soit partout. On ne laissera personne nous agresser ou prendre notre bien commun pour son compte personnel. Là, on ne l'acceptera pas. Ça, je le dis et je le répète.
En tout état de cause, sur le site en question, des bornes et un mur de clôture commencent à apparaître. Et on va parler de la communication du ministère de la Santé. On peut même dire surcommunication aujourd'hui. Et on a relevé qu'au moins 200 personnes atteintes de coronavirus sont réfractaires à l'hospitalisation. C'est ce qui a été déclaré ce matin. Et à entendre le docteur Bousso, il y aura des réajustements en termes de stratégie. On va l'écouter. Mettre l'accent sur les malades et la protection des personnes vulnérables. Ces personnes vulnérables qui sont les personnes âgées et les personnes qui ont des tares, mais également d'autres catégories de personnes, comme on l'a vu dernièrement, par exemple les détenus, qui sont aujourd'hui des personnes vulnérables, pour lesquelles un accent particulier doit être mis à leur niveau. Et donc, c'est de faire focus sur ces personnes et d'essayer de réduire cette mortalité. Parce qu'aujourd'hui, comme on l'a vu et comme on l'avait prévu, le nombre de cas grave augmente et cette mortalité augmente. Donc il est important qu'on puisse mettre l'accent sur ces cibles pour pouvoir maîtriser cette épidémie et ses conséquences négatives. C'est pourquoi dans le cadre déjà des tests, ce qui est décidé, c'est que les tests ne se feront que sur les personnes qui sont symptomatiques. Donc le test systématique que nous faisions sur les contacts qui n'avaient pas de symptômes, cette stratégie va être arrêtée. Donc, parce que nous avons parlé de cas graves, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a souvent ce qu'on appelle les cas sévères qui évoluent souvent vers les cas graves et que ces cas doivent être pris en charge dans les structures de santé. Et le focus sera vraiment mis à ce que ces personnes qui ont des symptômes puissent être pris dans les structures de santé. Et ceux qui n'ont pas de symptômes, en tout cas, si les conditions de vie, d'habitation le permettent, seront pris en charge à domicile, à distance. Et une téléconsultation sera mise en place. Des équipes d'intervention aussi seront déployés. On va écouter également dans le même chapitre le professeur Moussa Seydi qui parle des symptômes du coronavirus relatifs à la perte de l'odorat ainsi que du goût. On va écouter le professeur. Donc nous allons continuer ce traitement en sachant bien sûr qu'il faut continuer en faisant un essai clinique. Si on s'était basé sur l'essai clinique, on n'aurait pas commencé le traitement jusqu'à ce jour. Pour preuve, il n'y a aucun traitement validé au niveau mondial au moment où je vous parle. Même l'OMS n'a pas encore terminé son étude. Tout ceci pour expliquer pourquoi agir en tant que médecin peut parfois être différent d'agir en tant que chercheur. Mais en dehors des traitements, je voudrais parler des signes cliniques. Mais 2 signes ont attiré mon attention. C'est l'anosmie et l'agasie. L'anosmie, c'est la perte de l'odorat. L'agasie, c'est la perte du goût. Ces signes sont évocateurs de Covid-19 durant cette période. Je ne dis pas spécifique, parce qu'on peut les voir dans la grippe et dans d'autres pathologies. Mais dans plus de 50% des cas, les patients qui présentent ces signes, quand ils sont testés au Covid-19, s'avèrent véritablement être infectés par le virus SARS-CoV-2. Je vais donc inciter à ceux qui présentent ces signes de s'auto-isoler pour éviter de contaminer leur entourage, mais aussi de saisir la cellule d'alerte pour que le nécessaire soit fait pour une meilleure prise en charge dans les meilleurs délais. Et on va aussi revenir sur le point quotidien du jour. On ne va pas s'en lasser. Et il faut dire qu'il n'y a pas à ce jour de lueur d'espoir. On va écouter le directeur de la prévention. Sur 1160 tests réalisés, 129 sont revenus positifs avec un taux de positivité de 11,1%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 96 cas contacts suivis par nos services, 33 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Rufisque 4, Mbao 4, Plateau 3, Ouakam 3, Ouest Foire 2, Mariste 2, Ngor 2, Diourbel 2, Ziguinchor
2, Dieuppeul 1, Derklé 1, Cité Marine 1, Almadies 1, Gibraltar 1, Keur Massar 1, Diamniadio 1, Touba 1 et Thiès 1. 54 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 36 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 5 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce mercredi 1er juillet 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Et on va revenir sur les reprises de la matinale d'e-radio ce matin. Et un membre du comité de suivi de force Covid-19 s'en est pris aux contre-vérités qui seraient diffusées sur la qualité du riz qui est distribué aux Sénégalais. Ça n'aurait aucun sens, a-t-il dit. On va l'écouter. Pour la qualité du riz, donc peut-être que c'est un riz que beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas, parce que nous sommes plus familiers donc au riz parfumé, qui est donc tout blanc. Mais ce riz-là, que peut-être beaucoup de Sénégalais essaient de dénigrer, c'est un riz qui est donc un riz de la vallée, je peux dire. Par exemple, c'est un riz peut-être qui donne avec une couleur un peu donc jaunâtre, mais pour ceux qui connaissent vraiment le riz, ils savent que c'est un riz bio, un riz donc qui est produit et de très bonne qualité. Peut-être la transformation qui fait que le riz parfumé qui devient assez blanche là, peut-être qu'il y a des produits chimiques qui sont ajoutés donc sur ce riz là, mais que nous rassurons à tous les Sénégalais que ce riz même est, je dirais, la meilleure qualité donc de riz. Et je pense que pour ceux qui savent vraiment donc le riz, ils préfèrent plus prendre donc ce type de riz là par rapport donc au riz parfumé. Et les spécialistes de l'économie sont également omniprésents dans les médias et sont en train de cogiter sur la prochaine relance en attendant la récession. Et que faut-il faire dans ce domaine de l'économie? On va écouter un des invités du matinalier, Alassane Samba Diop. On sait que l'économie sénégalaise est marquée par des secteurs moteurs, dont l'agriculture, par exemple, est un secteur extrêmement important pour la relance, parce que l'agriculture polarise près de 60% de la population en milieu rural, et que son importance au plan alimentaire et surtout par rapport à l'entrée de devises est importante. Donc, raison pour laquelle l'État du Sénégal devrait revoir son appui ou sa participation par rapport à la productivité et à l'efficacité des rendements agricoles. Donc l'agriculture pour moi demeure un secteur stratégique. Alors il y a également d'autres secteurs, il y a les technologies. Aujourd'hui, vous savez que le poids des services dans le PIB est énorme. Et pour réussir la relance, l'État du Sénégal doit investir également dans l'accompagnement sur la maîtrise des technologies qui doivent même impacter le secteur agricole, mais également les secteurs comme la santé, l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que les secteurs qui sont porteurs de valeur ajoutée sont ceux qui permettent en fait une vraie pénétration des technologies dans le secteur économique d'activité. Et sans maîtrise des technologies, aujourd'hui, il sera difficile de réussir le pari de la relance parce qu'en réalité, les technologies sont un atout important pour une économie telle qu'elle soit. Maintenant, il y a les secteurs périphériques. Et dans ce village planétaire, on ne peut pas se risquer au nombrilisme. C'est pourquoi on va parler d'abord du Mali où l'opposition, revigorée par des manifestations réussies, n'appelle plus la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ce point n'est en fait plus un préalable aux discussions. Toutefois, les leaders du mouvement dit du 5 juin exigent toujours la dissolution du Parlement et la mise en place et demandent la mise en place d'un gouvernement de
transition dont le Premier ministre serait choisi par l'opposition. C'est en tout cas plus sage, puisque cette même opposition ne propose rien en cas de vacuité du pouvoir. Les convulsions de l'Éthiopie où l'armée a été déployée en masse dans la capitale Addis Abeba à la suite de manifestations ayant entraîné 80 morts. Ces violences sont survenues après l'assassinat d'un musicien d'ethnie Oromo. L'Éthiopie, grand pays s'il en est d'Afrique de l'Est, risque de se disloquer tant la haine entre ethnies là-bas est d'une profondeur abyssale. On va se rendre en Birmanie où 113 morts sont signalés dans un glissement de terrain dans les mines, glissement survenu au nord du pays. Toutes ces personnes se sont retrouvées prisonnières d'un torrent de boue provoqué par des averses de mousson. Le bilan d'ailleurs pourrait s'aggraver. Les recherches ont été suspendues. Ces mineurs étaient à la recherche de pierres précieuses. On termine par l'Amérique et la Chine, en Amérique où ont été saisis des cheveux humains qui ont été conditionnés dans des ateliers chinois. La saisie a été opérée par les douanes américaines. Ces cheveux proviendraient de la région de Xinjiang où la minorité musulmane, les Ouïghours, est traitée comme des moins que rien des animaux. Ça pose donc un véritable problème de droits humains. Ces cheveux, c'est des perruques en règle générale, et on signale là-bas des pratiques en Chine, des pratiques illégales et inhumaines sur la minorité musulmane ouïghour. Ça se passe donc en Chine et en Amérique. Les douaniers ont interpellé une pratique, un trafic de chevelure. Voilà, c'est la fin de ce journal. On n'a pas le générique, c'est la fin de ce journal. Vous allez pouvoir retrouver Khalifa Diakhaté pour la suite de la totale, le bloc d'information. Merci et bonsoir.